Salut, je suis Alison Van Rassel, communicatrice culinaire. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Stefano Faita. Salut Stefano. Salut Alison. Bon, là, Stefano, j'aimerais que tu nous dises une bonne fois pour toutes comment on doit prononcer le nom de cette entrée qu'on retrouve souvent sur les menus et qu'on prononce un peu tout croche. Est-ce que je peux deviner? Oui, vas-y. Bruschetta. Merci, c'est exactement ça. Moi, je sais jamais si je dois dire bruschetta, bruschetta. Mais c'est parce que le CH est prononcé comme un K en italien, fait que c'est bruschetta. Bruschetta. Exact. Une bonne chose de régler. Mais t'as peu, on n'a pas fini avec toi, Ok, c'est Stefano. bon. Continuons à explorer ensemble d'autres emprunts que le français fait à certaines langues européennes. Bienvenue au balado Les mots de l'alimentation. Les mots de l'alimentation avec Alison Van Rassel et ses invités. Dans cet épisode, les saveurs d'Italie avec le chef Stefano Faita. Au Québec comme ailleurs, le français est tout sauf figé. C'est une langue vivante, souple et accueillante. En cuisine, cette ouverture se traduit par un vocabulaire riche, nourri d'emprunts venus d'ailleurs, qui raconte les routes commerciales, les mouvements migratoires et la mondialisation des goûts alimentaires. Des mots qui témoignent d'une cuisine québécoise curieuse en constante évolution. Ce métissage linguistique suit de près ce qui se passe dans nos assiettes et illustre la capacité du français à s'adapter aux nouvelles saveurs. Parmi ses influences, l'apport italien au vocabulaire culinaire français est particulièrement frappant. De nombreux termes que nous utilisons aujourd'hui en cuisine sont d'ailleurs des emprunts directs ou des adaptations de mots italiens. Ils sont devenus incontournables. Stefano, je te donne des exemples. Vas-y. Pizza et spaghetti, par exemple. Ah. Ces deux mots et les mets qu'ils désignent sont si profondément ancrés dans la culture québécoise qu'ils ont même donné naissance à un plat hybride bien de chez nous. Le combo pizzagetti. Le fameux combo. Très montréalais comme invention. Très montréalais. Quelque chose que j'aime bien, cela dit. Ouais. Oui, écoute, je suis sûr que mes pères italiens me regardent de haut maintenant puis qu'ils me disent « Stefano, pourquoi t'as dit ça? » Mais c'est quelque chose que j'aime bien, moi. Fait que oui, j'ai aucun problème avec le pizzaghetti. Puis je vais aller encore plus loin. Je le prendrais avec un verre de lait. Un autre emprunt à l'italien est le mot pizzeria, avec un accent aigu sur le « e » qui permet de mieux rendre sa prononciation en français et de l'intégrer harmonieusement à la langue emprunteuse. L'italien a également enrichi le français d'un vaste vocabulaire fromager. Pensons par exemple aux termes ricotta et mozzarella. Et on peut dire le mozzarella et la mozzarella. Au Québec, le masculin est courant, sans doute par référence au générique fromage, mais le féminin est également en usage. En France, le terme est généralement féminin. Les mots tiramisu et gelato font eux aussi partie de ces emprunts à l'italien que le français a pleinement adoptés, particulièrement au moment du dessert. T'as une préférence pour le tiramisu ou le gelato? Je te dirais que je suis toujours partant pour manger l'un ou l'autre. Par contre, en Italie, je vais aller plus vers le gelato. Et si on faisait un tiramisu au gelato? Ah, moi, je pense que ça serait extraordinaire comme saveur. Je veux dire, le chocolat, le cacao, le café, tu sais, le mascarpone, parce qu'on peut faire des gelatos au mascarpone, fait que ça serait extraordinaire. On tient de quoi, je pense, Ouais, je Stefano? pense que oui. Et si, malgré tout, le repas tourne au désastre, on parlera alors d'un fiasco. Ah oui. Un mot italien, lui aussi, parfaitement intégré à notre vocabulaire. Oui. Mais je pense pas que notre dessert va être un fiasco. Non, Stéphane. pas du tout. Certains termes sont directement entrés dans le jargon professionnel de la cuisine pour décrire un état de cuisson, une préparation ou un savoir-faire particulier. C'est le cas de risotto, qui désigne ce mets italien à base de riz à grains courts, cuit lentement dans un bouillon incorporé progressivement jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse. Est-ce qu'il y a un conseil essentiel pour bien réussir son risotto, Stefano? Y aller tranquillement, ajouter le bouillon peu à petit peu. Et aussi, il faut arrêter de le cuire encore quand le riz est un petit peu al dente, parce qu'on veut pas un risotto qui est trop mou.
Ah, ça, c'est une expression italienne bien incorporée dans la langue française. Al dente. Al dente, oui. Le mot évoque la technique, les gestes et la texture associés au plat. Comme il nomme une réalité propre à une spécialité culinaire, il n'est pas traduit. Mais tous les emprunts ne gagnent pas à être adoptés sans nuance. Certains termes italiens, largement répandus dans l'usage, ont vu leur sens s'élargir, parfois jusqu'à se diluer. Au Québec, le panini est devenu un sandwich élaboré dans un pain garni, grillé et servi chaud. En italien, le mot panini est la forme plurielle de panino. En principe, on devrait dire un panino, mais le mot a voyagé et avec lui une définition légèrement distincte. Tu opines du bonnet en ce moment, Stéphano. Oui, mais c'est vrai, parce qu'en Italie, quand on va manger un sandwich, on va aller manger un panino, pas un panini. Non, tu vas en manger 2. Exact. Il y a un glissement de sens aussi du côté du mot latte. Commander un latte à Rome, c'est commander quoi, Stéphano? Commander un latte à Rome, c'est commander du lait. Effectivement, commander un latte à Rome, c'est commander un verre de lait. En Amérique du Nord, le mot désigne plutôt un café auquel on a ajouté du lait chaud. Ces écarts ne sont pas des fautes, mais bien des réinterprétations culturelles. Ailleurs en Europe, on peut également penser à potluck, un terme d'origine anglaise qui remonte à l'Angleterre du 16e siècle. À l'époque, il faisait référence à la chance du chaudron. Pot, chaudron, luck, chance. Un repas improvisé, partagé avec des invités inattendus, où l'on mangeait ce qui se trouvait déjà dans la marmite de l'hôte. Le sens du mot a évolué et aujourd'hui, il fait plutôt référence à un repas où chacun apporte un plat. Pour désigner ce type de repas convivial, l'Office québécois de la langue française privilégie le terme « repas-partage », un mot qui célèbre l'idée de mise en commun où chacun apporte un plat, une histoire et un bout de sa culture. Plusieurs mots sont également empruntés à d'autres langues européennes. Un plat qui a traversé les frontières depuis l'Espagne, la fameuse paella. Paella. Et oui, si on veut prononcer à l'espagnol, on dit paella et non paella. Et cette délicieuse pâtisserie autrichienne parfumée à la cannelle, on dit le strudel et non strudel. Mais Stéphano, je me demande, comment est-ce qu'on prononcerait poutine en Italie? Poutine. C'est tout? Oui. Pas la poutine? Non. Je laisserais ça poutine. Une fille s'essaye. Oui, gars. Peu importe l'accent, on peut s'entendre pour dire que les mots nous font voyager et parfois saliver. Les mots de l'alimentation est une production Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Merci à Stefano Faïta pour sa participation à cet épisode. Animation et recherche, Alison Van Rassel. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Captation et mixage sonore, Underground. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur votre application balado préférée.